Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voyons ce qui fait la une de l'actualité ce soir. Bonsoir Dili. Bonsoir Jacques. Donald Trump à l'ONU, acte 3, parce qu'évidemment c'était sa troisième intervention à la tribune de l'ONU. Que faut-il retenir de son intervention ? Tout à fait Jacques, acte 3 et donc pour cette troisième participation à l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a fait savoir que le monde n'appartient pas, l'avenir n'appartient pas aux mondialistes mais qu'il appartient plutôt aux patriotes et donc on va revenir sur ça et il a eu notamment abordé tous les sujets de les grands dossiers internationaux en parlant comme vous l'avez dit de la Chine. Par rapport à la Chine, il a parlé surtout des relations commerciales avec les États-Unis et il a dit que les États-Unis ne se laisseraient pas faire. Par rapport aux relations de Pékin avec Hong Kong, Donald Trump a dit qu'il surveillait la situation de près et qu'il gardait un œil dessus. En ce qui concerne l'Iran, il a fait savoir, il a traité l'Iran de parrain du terrorisme et il a aussi dit que les États-Unis, contrairement à certains pays, et là il parlait du Venezuela, ne seront jamais des pays socialistes. Et donc je vous propose d'écouter un extrait du discours de Donald Trump. Et partout sur cette grande planète magnifique, la vérité est claire. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la démocratie, conservez votre souveraineté. Si vous voulez la paix, aimez votre nation. Les dirigeants sages ont toujours donné la priorité au bien-être de leur peuple et de leur pays. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, mais aux patriotes. Voilà un extrait du discours du locataire de la Maison-Blanche. Le président nigérian Muhammadu Buhari est également monté à la tribune de l'ONU aujourd'hui. Quelle était la teneur de son discours, Dili ? Muhammadu Buhari est passé ce matin, il faisait partie des premiers présidents à parler, il a pris la parole en 5e position et contrairement à Donald Trump qui a prôné sa politique de America First, Muhammadu Buhari a lui mis l'accent sur le multilatéralisme. Il a expliqué que mettre à mal le multilatéralisme favorisait le racisme, le populisme mais aussi la xénophobie, des mots qui ont résonné surtout compte tenu du fait qu'en Afrique du Sud, dernièrement, des Nigérians ont été sujets d'actes xénophobes. Je vous propose d'écouter un extrait. Nous devons admettre qu'il existe un fait regrettable pour l'économie et la politique de façon générale. Des millions d'Africains dans le monde sont toujours dans une pauvreté abjecte. Malheureusement, nous sommes des témoins de cela, sans pitié et pire encore, nous assistons à une montée en puissance du racisme, de la xénophobie, du nationalisme, du populisme, de l'attentisme, du protectionnisme et de l'unilatéralisme. Toutes choses qui sont contraires aux principes des Nations Unies. Et Dili, toujours côté Afrique, il y a eu l'intervention du Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Le président Kaboré a parlé aux tribunes de l'ONU il n'y a pas très longtemps. Il a mis en avant la thématique de la sécurité sur laquelle il était très attendu, la sécurité dans le Sahel. Et donc il a dit que depuis janvier 2016, la situation sécuritaire s'est fortement aggravée. Et justement, il a appelé au multilatéralisme, tout comme Muhammadu Buhari, mais il a mis l'accent sur le multilatéralisme au niveau de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la pauvreté. Écoutons un extrait.
Non, on ne va pas écouter Christian Caboret pour le moment, mais une petite idée du programme qui va venir, Zili. Quels sont les autres dirigeants africains qui vont prendre la parole aujourd'hui? Alors, cet après-midi, il est prévu que Macky Sall va prendre la parole, le président sénégalais, mais aussi son homologue du Rwanda et du Niger. Et pour demain aussi, le Mali, le président malien va parler et le président du Togo. Eh bien, on va vous retrouver demain, Zili Diko. Zili Diko, vous êtes notre correspondante à New York. Je vous remercie. Étudiant en physique-chimie de 18 ans, Yero Sarr est le fondateur de la branche sénégalaise de Friday for the Future, le mouvement de la jeune Suédoise Greta Thunberg qui rassemble des milliers de jeunes à travers le monde. Pendant qu'il menait des activités de sensibilisation au sujet du réchauffement de la planète, un adulte lui a fracturé la mâchoire, lui reprochant de s'opposer à la volonté divine. J'ai beau essayer de lui faire comprendre que ce n'est pas la volonté divine, vu que Dieu, lorsqu'il nous a donné la terre, nous a pratiquement tout donné et c'est nous qui avons dégradé de fur et à mesure. Malgré ses déboires, ce jeune homme originaire de Thiès tente toujours de mobiliser pour la cause de l'environnement. Mais jusqu'ici, son mouvement n'a réuni que quelques dizaines de personnes à Dakar, la capitale sénégalaise, et une vingtaine à peine à Thiès, essentiellement des amis de Yero. La plupart des gens pensent que le réchauffement climatique n'est pas le problème des Africains. Ils disent que c'est le problème des Chinois, des Américains et des Français. Malgré tout, le jeune étudiant n'entend pas abandonner la lutte et ses amis le soutiennent. On peut sensibiliser la population de ne pas jeter les ordures plastiques solides. Ça va être sur la mer alors que les animaux vont le manger, ils vont mourir. Contre l'avis des médecins qui lui recommandent le repos pour sa mâchoire fracturée et malgré l'absence de soutien financier, l'étudiant en sciences pour qui il faut déclarer l'urgence climatique au Sénégal continue ses efforts et espère bien secouer les inerties. C'est ce qu'est devenu l'hôpital mère-enfant d'Oued Souf en Algérie. À l'origine du drame, un feu, comme l'explique Mehdi Alioul, correspondant de la VOA à Alger, joint par téléphone. L'incendie a fait 8 morts, 8 nouveau-nés. Aux dernières nouvelles, selon le parquet selon le procureur de la République de la même wilaya, du tribunal de la même wilaya, donc les 8 nouveau-nés sont morts par asphyxie. Selon une enquête préliminaire, un court-circuit sur un appareil anti-moustique serait à l'origine du sinistre dans cet établissement, théâtre d'un incendie il y a 16 mois. Le feu a de nouveau tout ravagé sur son chemin, suscitant colère, émotion et indignation au sein de la population, y compris même au sein des autorités du pays. Depuis ce matin, il y a eu énormément de réactions. Le ministre de la Santé a suspendu le directeur de la wilaya locale de la santé. Il a aussi suspendu le directeur de l'hôpital et l'équipe qui était en permanence dans cette nuit de lundi à mardi. La protection civile a mobilisé des dizaines de camions pour venir à bout de l'incendie. 11 nourrissons, des mamans et 28 employés de l'établissement ont pu être sauvés par les secours. Selon la télévision algérienne, le Premier ministre Noureddine Bedoui a exigé l'ouverture en urgence d'une enquête pour faire la lumière sur cet incendie. Il est l'heure maintenant de vous proposer la rubrique hebdomadaire de l'économie, comme chaque mardi. Et ce soir, nous retrouvons Claire Morin-Gibourg. Bonsoir Claire. Bonsoir Jacques. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Comment allez-vous ? Également, très bien. Et vous-même ? Alors Claire, on parle beaucoup de cette grand-messe annuelle de l'ONU, évidemment, cette semaine. Mais hier, il y a eu du concret, on en a parlé un peu. Le Gabon qui vient de paraffer un accord d'un genre un peu nouveau avec la Norvège. Tout à fait, Jacques. Et cet accord stipule que la Norvège paiera $10 pour chaque tonne de carbone non émise, avec un montant maximal de 150 millions de dollars sur 10 ans. 80% des émissions de CO2 du pays sont liées à l'exploitation forestière et le Gabon devient ainsi le premier pays africain à être récompensé pour ses efforts de lutte contre la déforestation. Notre envoyé spécial à New York, Thierry Kaoré, a pu rencontrer Lee White, le ministre gabonais des forêts, de la mer et de l'environnement. Je vous propose de l'écouter. C'est un accord historique pour l'Afrique. C'est la première fois qu'il y a un accord aussi grand pour acheter presque les crédits carbone
en Afrique. C'est un accord dans lequel la Norvège achète pas seulement les réductions des émissions, mais on prend en compte également le rôle de la forêt gabonaise d'absorber du CO2 de l'atmosphère. Mais aussi, ça donne de l'espoir à beaucoup d'autres pays forestiers qu'on peut commencer à réaliser la vraie valeur de notre carbone. Il faut rappeler que Lee White, biologiste britannique naturalisé gabonais, a été nommé ministre des Forêts du Gabon en juin dernier. Oui, on entendait un petit peu cet accent britannique, n'est-ce pas, cet accent anglais. Alors, direction maintenant Madagascar, Claire, pour évoquer les feux et la dégradation des forêts. Sur la grande île, la culture du brûlis est encore très développée et cette technique agricole participe à la déforestation, comme vous allez le voir dans ce sujet. Chaque année à Madagascar, les agriculteurs brûlent et défrichent les terres, parfois même dans des zones protégées où cette pratique est illégale. La culture sur brûlis est une technique agricole simple et peu coûteuse qui vise à refertiliser les sols par un brûlage des terres. Brûler, ça provide la terre parce que ça brûle toute l'azote qu'il y a dans l'intérieur. Les nutriments de la terre s'en vont. Donc il faut éviter à tout prix de brûler la terre et faire du culture sur brûlis n'est pas une solution à long terme. Selon le ministère de l'Environnement, plus de 93 000 hectares de forêt sont partis en fumée depuis le début de l'année. Des chiffres 2 fois plus élevés pour les ONG. Ces dernières années, la déforestation s'est aggravée dans l'ouest du pays avec l'augmentation de la demande des entreprises du secteur alimentaire pour le maïs et les arachides. Pour sauver l'environnement, les ressources naturelles à Madagascar, il faut savoir sanctionner. Et pour combattre la corruption, il faut le combattre d'en haut, mais pas les petits poissons. En cause également le réchauffement climatique. Des milliers de déplacés ayant fui la sécheresse dans le sud du pays défrichent des zones protégées pour la culture. On a vu qu'on sait quand même qu'il y a beaucoup de migration maintenant, jusque dans les aires protégées. Et les aires protégées deviennent une destination, on va dire, privilégiée parce que c'est là qu'il reste des bonnes terres, des ressources. Qu'ils servent au défrichement, à la fertilisation des terres, au nettoyage saisonnier ou au charbonnage, ces feux nuisent gravement à la biodiversité. Voilà Jacques, c'est tout pour cette chronique de l'économie. Merci bien Claire Morin-Gibourg, à très bientôt. Et je sais Claire que vous parlez beaucoup de l'agriculture dans la rubrique de l'économie. Eh bien le sujet qui va suivre va peut-être vous intéresser. Alors n'allez nulle part ailleurs, restez sur le plateau avec nous. Dans les montagnes reculées de la province d'Al Haouz au Maroc, un groupe d'agriculteurs conditionne des pommes pour la vente. Les changements climatiques ont suscité des inquiétudes quant à la diminution des récoltes et la technologie agricole transmise de génération en génération. Autrefois, nos parents manipulaient les arbres de manière inefficace au hasard. Ils plantaient des pommiers, mais ils ne gagnaient rien. C'est donc pour changer cet état de choses que ces jeunes se sont mis en association. Ils veulent changer leur vie, adopter de nouvelles techniques en vue de produire en quantité suffisante pour un marché plus vaste, ceci avec le soutien du Fonds international de développement agricole et du gouvernement marocain. Avant de rejoindre cette coopérative, j'avais quitté le village. Je travaillais en ville. Mais lorsque la coopérative a été créée, merci Allah, depuis 2014, je suis de retour dans mon village. Les coopératives ont contribué à créer des emplois dans les montagnes d'Atlas et à inverser le flux migratoire régulier. Environ 33 000 petits exploitants agricoles, éleveurs et résidents participent à la production d'olives, de pommes et de viande d'agneau dans les montagnes de la province d'Al Haouz. Je n'étais pas venue ici, qu'aurais-je fait? Je ne sais pas quoi dire. J'aurais été au chômage. Le programme ambitionne d'augmenter la participation des femmes et surtout des jeunes. L'objectif est de les engager dans la dynamique de revalorisation des produits agricoles. Bonsoir à tous. Il s'agit de Canabiyic qui met un terme à sa carrière internationale
Après une longue réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. Je laisse la place à des joueurs plus jeunes et je vais me concentrer sur ma carrière en club, a écrit Jean-Armel Kanabiyik sur son compte Instagram. Ce n'est pas la première fois que le défenseur de 30 ans annonce la fin de son aventure avec les Lions indomptables. En 2014 déjà, Kanabiyik avait claqué la porte de la sélection nationale avec qui il a joué 6 matchs et a pris part à la dernière CAN en Égypte. Il avait refusé de participer aux éditions 2015 et 2017 pour lesquelles il avait pourtant été sélectionné. L'actuel joueur du club turc de Gazisehir avait fait son retour au sein de la tanière en 2018. Et puis, mauvaise nouvelle pour Moussa Djenepo. L'international malien de Southampton souffre d'une blessure musculaire à la jambe. Son coach a confirmé une absence de longue durée, recruté cet été en provenance du Standard de Liège. Moussa Djenepo brille de mille feux en Première Ligue. Auteur d'un but exceptionnel en championnat, l'ailier des Aigles a inscrit 2 buts en 4 matchs cette saison. Pour rappel, Moussa Djenepo a quitté le Standard de Liège pour la Première Ligue et Southampton l'été passé contre 15 millions d'euros. Pendant ce temps, Moussa Mazou continue son aventure à travers le monde à 31 ans. Et après une pige à Ohod Al-Medina en Arabie Saoudite, l'attaquant nigérien a signé en faveur du club israélien du Sektia Ness. Après un passage raté au RC Lens et un prêt plutôt réussi à l'AG Ajaccio, Moussa Mazou évoluait depuis cette année en Arabie Saoudite. Sektia Ness est le 18e club de la carrière de l'attaquant international nigérien. Il va évoluer dans son 10e pays après des passages notamment en Russie, en Tunisie ou en Chine. L'homme aux 48 sélections et 12 buts inscrits avec le Niger est aussi passé par Monaco, Bordeaux, Le Mans ou Lens. Et pour finir, c'est connu depuis hier avec toute la polémique qui s'en est suivie. L'Argentin Lionel Messi du FC Barcelone a reçu le prix FIFA de Best du meilleur joueur de l'année. Chez les dames, l'Américaine Megan Rapinoe a été sacrée. Je vous propose de revivre cela à travers ces images. Et sous le premier, sous le Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Van Dijk. C'est quoi votre préféré? Bien, le meilleur pour moi, c'est Mohamed Salah ou Sadio Mané. Mais ils ne sont pas ici. Thank you. Vous l'avez reconnu, c'est Samuel Eto'o et sa petite pique. L'arrivée du Comic-Con sur le continent l'année dernière était très attendue et cette année, les organisateurs disent que l'événement a pris de l'ampleur. Nos fans sont enthousiasmés par le fait qu'il y a tant à voir et à faire et nos artistes sont 3 fois plus nombreux que l'an dernier. Nous avons 11 artistes et auteurs internationaux, ce qui est incroyable. Comic-Con Africa est également une chance pour les gens d'en apprendre plus sur les bandes dessinées produites localement et d'occuper des espaces typiquement dominés par Hollywood. Comme vous le voyez, il y a plusieurs rangées de jeunes artistes sud-africains. Ils travaillent depuis des années sur leur propriété intellectuelle. Je pense qu'il est temps qu'il y ait une plus large conversation entre éditeurs sud-africains et les créateurs des bandes dessinées, des romans graphiques. La nouveauté de cette édition, c'est l'ajout d'un événement simultané pour les enfants. Pour la première fois, nous avons KidsCon pour les plus petits. Ils ont leur propre scène avec leurs propres célébrités comme Mario et Luigi. Il y a un conseil d'administration composé uniquement d'enfants. C'est eux qui nous ont dit ce qu'ils voulaient voir et non l'inverse. Comic-Con a débuté en 1970 lorsqu'un groupe de fans de science-fiction de San Diego, aux États-Unis, s'est réuni pour échanger des bandes dessinées. Depuis, c'est devenu un ensemble de célébrations fantastiques mondialement reconnues, que ce soit à Londres, Moscou, Delhi, Sydney ou Dubaï. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Merci. À demain.